Moi, je vous dis que il faut d'abord bien comprendre ses utilisateurs et leur apporter de la valeur avant de lancer tout plein de démarches digitales. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, de ce nouvel épisode de l'émission Inside Startinov, l'émission qui vous raconte les dessous de l'accélération. Je maintiens avec ma blague. Aujourd'hui, j'ai à mes côtés, non pas 2, non pas 3, mais 4 participants pour cette thématique un peu spécifique qu'on va aborder tout de suite. J'accueille donc Gilles Morche de Catalyse. Bonjour à tous, donc Gilles Morche, Catalyse, consultant. Nous travaillons pour les entreprises des startups aux ETI et puis plutôt sur les volets stratégie et marketing. Et nous sommes partenaires du SPN et de Startinov de longue date. Ouh là là. De très longue date. Ouais, on compte plus. Mais c'est avec plaisir que nous accompagnons les startups. Bienvenue Gilles. Salut Alex. Salut. Donc Alexandre Jubien plutôt. Voilà. Moi j'ai commencé ma carrière en tant que start-upper et j'ai commencé par échouer une start-up. Et puis j'ai eu la chance après d'aller dans des aventures sympas comme j'ai été le 12e salarié de Deezer. Donc depuis 4-5 ans, je fais des conférences, j'aide des grands groupes dans leur transformation et surtout je coach des startups, ce qui m'a permis d'être l'entrepreneur en résidence de la saison précédente de Startinov. À ce sujet d'ailleurs, allez voir l'émission précédente sur l'entrepreneuriat en résidence avec Julien Dargues, qui est l'entrepreneur de cette saison. Très intéressant. Voilà. Manon et Virginie, déjà connues dans cette émission, mais on est content de vous avoir à nouveau avec nous. Vous vous représentez ? Oui, merci. Donc je suis Virginie, fondatrice du Potager d'à côté, une plateforme internet pour consommer des fruits et légumes locaux et de saison, éviter le gaspillage et créer du lien entre nous. Bonjour, Manon, donc cofondatrice de Comme un panier. C'est une plateforme de livraison de courses entre voisins, donc qui permet de faire du bien à la planète et de rencontrer ses voisins, donc comme Virginie, de recréer du lien social. Merci à toutes les deux d'être à nouveau dans Inside Startinov. Alors aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle du monde des startups et on va encore employer un terme anglais puisqu'on va parler beaucoup, énormément, essentiellement de product market fit. Et avant que je me fasse agresser par le grand burger qui va me demander de définir ce qu'est le product market fit ou PMF, voilà, donc vous aurez bien enregistré, product market fit ou PMF, je vais demander tout de suite à notre expert en résidence de la saison 2, Alexandre Jubien, de nous définir ce qu'est le product market fit selon lui. Ça me va. D'abord, la traduction française, c'est adéquation produit-marché. Donc l'adéquation entre le produit et son marché. Ce que les entrepreneurs vont faire au début, c'est trouver justement où se trouve leur marché. C'est pas toujours évident au départ. Et puis ça se définit en trois choses, enfin trois plutôt caractéristiques. Trois caractéristiques, voilà, qui doivent apparaître au fur et à mesure. D'abord, la première, c'est que les gens comprennent ce qu'on fait. C'est mieux. Si on veut leur vendre des choses, c'est la deuxième chose. Ils se mettent à acheter ou à utiliser. Et puis la troisième, ils en parlent à d'autres. Et quand on a ces trois choses-là, on commence à tenir ce concept de product market fit, qui est un peu diffus. C'est pas un truc qui tombe du ciel, ça y est, on l'a ou on l'a pas. Oui. C'est plutôt quelque chose sur lequel on va travailler, et un jour on l'obtient. Et ce qui est important de noter, c'est que la vie de l'entreprise avant et la vie de l'entreprise après est très différente. Après, si on va plutôt être dans la croissance justement, mais faire de la croissance avant, c'est justement aller plutôt vers des mauvaises actions. On parle même de premature scaling, puisqu'on parle des premature scaling. Voilà. C'est en fait, si on essaie de faire de la croissance avant l'adéquation produit-marché, en fait, on va dépenser de l'argent dans un truc qui est pas inutile. Voilà, exactement. Alors, juste pour reprendre et expliquer le premature scaling avant que le grand burger fasse un arrêt cardiaque, on définit la startup par sa courbe de croissance. On l'a dit en émission, dans la première émission de Inside Startinov. La startup, donc cette courbe de croissance exponentielle, croissance qui intervient théoriquement à partir du moment où on a réalisé, on a identifié, on a validé son product market fit, l'adéquation produit-marché. Et donc le premature scaling, Alex, ce serait dans cette courbe exponentielle à partir du moment où on a son adéquation produit-marché. Le premature scaling, c'est ça. Si on essaye de croître pendant le start, ce qui n'est pas le bon moment. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est une très bonne métaphore, ce start et ce up, puisqu'en fait, le point d'inflexion, c'est justement le moment où on a trouvé son adéquation produit-marché. Là, on va pouvoir commencer à croître et aller dans le up. C'est le moment où on bascule entre le start et le up.
La bascule. La bascule. Faire la bascule, Faire la bascule. qui est C'est un vieux terme commerçant. Moi je puise les mots pour les rapprocher à mon domaine. La bascule, en ce moment, c'est un mouvement qui est soutenu, qui est organisé par Maxime de Rostelan. Ouais, voilà, rien à voir, mais j'ai Alors, bien. pas rien à voir, parce que je pense qu'on parlera un petit peu d'impact tout à l'heure. Ouais. On parlera peut-être d'adéquation produit-impact. Je pense que c'est un sujet intéressant. Et le grand burger me demande de définir la bascule. C'est la première fois qu'il me demande à ce qu'on explique un terme en français. Alors Virginie. la bascule, selon moi, c'est plus le mouvement qui est organisé en ce moment par Maxime de Rostelan, un des fondateurs de Ferme d'Avenir, et qui consiste simplement à changer nos habitudes pour faire en sorte de vivre un peu plus durablement sur notre planète. Enfin, changer les choses drastiquement plus tôt. Voilà. Et ça me fait plaisir de parler de ce mouvement parce que c'est à ses débuts. Et c'est très positif, oui. Donc c'est la bascule. Est-ce que la bascule a son adéquation produit-marché? Il faut demander à Maxime. Il faut demander au marché. Oui. Et donc Mais- justement, pour revenir au Product Market Fit, on a dit 3 caractéristiques. Est-ce que les gens comprennent? Est-ce que les gens achètent? Et est-ce que les gens en parlent? Oui. Voilà. Alors, Startup, Product Market Fit, moi j'aimerais demander à Gilles, est-ce que le Product Market Fit, est-ce que l'adéquation, c'est quelque chose qui est forcément synonyme de Startup? Ou est-ce que est-ce que c'est Startup égale Product Market Fit, inversement? Est-ce que être entrepreneur, c'est pas tout simplement aller à la recherche de son adéquation produit-marché? Tu résumes bien les choses. On peut dire que le Product Market Fit, pour revenir sur une définition très légèrement différente par rapport à mon prédécesseur, quand on est une start-up, on a une vision, on a des envies, on a des centres d'intérêt. Et malgré la connaissance qu'on a préalable du marché, il n'y a pas toujours finalement la compréhension profonde des attentes exprimées ou non exprimées du consommateur. Consommateur, personne physique ou personne morale. Donc le Product Market Fit, c'est par itération, tangenter la réponse optimale pour le consommateur, qu'il soit une entreprise ou un particulier, par rapport à ce qu'il attend, et donc de définir un produit totalement en phase. Et ça, bien souvent pour une start-up, on fonctionne par itération, parce qu'on n'a pas toujours immédiatement la martingale, en quelque sorte, qui va nous permettre d'avoir de l'attraction et puis de générer du revenu rapidement. Et pourquoi c'est aussi un terme de start-up, si je puis me permettre, c'est que, pour faire légèrement la fine bouche par rapport au sujet, Product Market Fit, c'est aussi un pléonasme. C'est-à-dire quand on prend l'économie au sens large, le terme de produit signifie qu'on a des clients et un revenu. Donc un produit qui n'a pas de clients et de revenus, c'est une chimère, c'est un désir de start-upper, mais c'est une idée, mais c'est pas un produit en tant que tel. Oui. Bon, alors là, tout de suite, on a le sérieux, le retour. Le pénible. Oui. Le pénible, ben ouais, mais Ou le réaliste. comme on l'a dit en émission, dans la toute première émission, un accompagnement, une accélération, c'est être pénible. Bon, c'est être pénible parce qu'on veut de la bienveillance impitoyable. On peut le dire breveté par Philippe Le Beaupin, c'est lui qui nous l'amène, Philippe Le Beaupin du Lab Covea French AssureTech maintenant. Bienveillance impitoyable, et oui, il faut être pénible avec les startups, il faut être pénible avec les entrepreneurs, parce qu'à un moment, elles ne sont pas là pour perdre du temps, de l'argent, de l'énergie, elles sont là pour créer quelque chose. Donc, c'est pas grave d'être pénible. On est là pour ça et c'est rendre service au contraire. Et là, on a 2 beaux exemples avec Manon et Virginie. Comment, en voulant apporter une plus-value sociétale, j'arrive à créer un business rentable et puis m'éclater totalement dans mon activité tout en générant des revenus. Exactement. Alors justement, moi j'aimerais demander maintenant à Manon et à Virginie comment est-ce qu'elles ont reçu la claque du Product Market Fit quand on a d'abord abordé cette thématique, cette terminologie pendant le bootcamp. Manon, en saison 2, c'était aussi pendant le bootcamp. Virginie, avec Alexandre également pendant la saison 3. Voilà. Product Market Fit, est-ce que c'était quelque chose que vous connaissiez? Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez déjà perçu? C'est quoi votre impression première? Alors, je pense à tous les amis anglais qui nous écoutent utiliser les termes anglais. Et voilà, mais ça doit faire mal aux oreilles. Mais en fait, on utilise souvent des termes un petit peu compliqués pour expliquer des choses simples. Hein. Franchement, un Product Market Fit, on dit juste on essaye d'apporter une solution qui correspond à un besoin identifié. Enfin voilà, donc sur ça, le Product Market Fit, moi je ne connaissais pas le terme, c'était une découverte. Après, j'ai vu tout un tas de vidéos qui étaient liées au sujet, mais quand on crée, la première question c'est quelle est la problématique qu'on résout
et comment on la résout. Voilà. Donc sur cette définition-là du product market fit, il y avait quand même une base. Après, tout le contenu qui tourne autour du product market fit, c'est quand même intéressant. Et ces 3 questions qui étaient posées, moi, elles m'ont été très Donc très les 3 utiles. questions, tu me Les rappelles. 3, Hein. c'est... Est-ce que les gens comprennent? Est-ce que Est-ce que mes les gens utilisateurs comprennent ce que je Est-ce que les fais? gens utilisent et est-ce qu'ils recommandent? Et à ces 3 questions, moi, je réponds oui. Oui, les gens comprennent ce qu'est le potager d'à côté. En tout cas, lorsque l'information vient jusqu'à eux. Oui, les gens utilisent le potager d'à côté, soit pour acheter des fruits et légumes locaux et de saison, soit pour vendre leur surplus de jardin, soit... enfin voilà, cette utilisation-là. Et puis ensuite, est-ce que les gens recommandent? Oui. Alors, moi, j'avais envie de dire, oui, j'ai mon product market fit. Mais en fait, à cette question-là, pour y répondre très honnêtement, il y a l'autre partie qui est économique. Voilà. La partie économique est liée au product market fit, c'est-à-dire quand tu as ton product market fit, normalement, il y a cette croissance d'utilisation et normalement de revenus associés. Et en fait, le potager d'à côté, non, on n'est pas encore là. Il n'y a pas encore assez de personnes qui utilisent le potager d'à côté pour que ça soit une démarche qui s'autofinance et qui puisse générer des salaires, créer des emplois. Voilà, il y a ces intentions derrière. Donc non, je n'ai pas mon product market fit parce que je n'ai pas le revenu, assez de revenus pour dire que j'ai mon product market fit. Par contre, je réponds aux 3 questions. On parle beaucoup d'utiliser le produit. En fait, ça va plus loin, ou d'utiliser le service, c'est de l'acheter. Parce que tu peux avoir des gens qui lancent un produit, un service, des gens qui commencent à l'utiliser gratuitement. Si derrière, ils ne l'achètent pas, tu n'as pas ton product market fit. Il faut que les gens soient prêts à l'acheter. Ou tu gagnes de l'argent. Ou tu gagnes de l'argent. Voilà. De l'argent, mais voilà. Mais il faut gagner de l'argent. Et quand donc par rapport au product market fit, et donc tu dis que tu l'as pas, t'as pas assez de revenus, tu tires pas assez de revenus de ton activité, certes, mais ça va plus loin que juste parler du revenu. C'est en fait l'effort que toi tu mets pour acquérir tes utilisateurs et les personnes qui achètent en fait sur le potager d'à côté. Et donc si acquérir la 100e personne, c'est aussi compliqué qu'acquérir la première ou la 10e, ça veut dire qu'il y a un souci au niveau de ce point-là. Enfin, un souci, ou alors ça veut dire juste que le product market fit n'est pas atteint. Et nous, c'est notre cas aujourd'hui aussi. Voilà, donc c'est ce 3e volet. Donc il y a la réponse aux 3 questions, il y a la partie économique, et ensuite c'est la façon quelles sont les méthodes de commercialisation, de communication. Et c'est ce que tu dis, c'est ce que j'ai appris en fait dans ta session, Alexandre, et dans les contenus liés au product market fit, c'est que l'acquisition des utilisateurs doit être de plus en plus facile pour que ça puisse être rentable à un moment donné. Et du point de vue du potager d'à côté, on est plus, j'ai l'impression dans cette partie-là aussi, et que j'essaye de trouver avec Startinov, c'est comment atteindre les personnes de façon efficace pour qu'elles utilisent le potager d'à côté et plus rapidement, et qu'elles recommandent plus rapidement l'outil. Les présentations de Virginie et Manon montrent qu'à côté des 3 questions clés qu'on a évoquées au début, il y a 3 corollaires ou 3 critères supplémentaires qui conviennent d'indexer par rapport à cette notion de produit market fit. Le premier, c'est la notion de taille critique de communauté. C'est bien gentil de vouloir mettre en place une nouvelle offre, encore faut-il que derrière, il y ait une communauté d'utilisateurs potentiels qui est suffisamment large pour générer un chiffre d'affaires, des revenus qui permettent de construire une entreprise. Le deuxième corollaire, c'est la notion de prix. Est-ce que la valeur ajoutée que j'apporte à mes clients couvre suffisamment mes coûts de revient? Et le troisième qu'on oublie souvent en termes de start-up, c'est les problèmes d'accès de circuits de distribution. Avec le numérique, il y a toujours le mythe que la distribution, c'est gratuit, qu'on va pouvoir accéder aux consommateurs sans aucun frais, sans aucun dédommagement à payer. C'est parfois le cas, mais c'est rarement le cas. L'accès aux clients, il y a toujours un coût, que ce soit un coût de publicité ou parfois un passage obligé par de la distribution. Donc ces 3 points supplémentaires, la taille de la communauté, le pricing et les circuits de distribution sont des questions supplémentaires auxquelles il faut répondre dans le cadre du PMF. Et alors là, je dis merci à Gilles parce merci, que... Gilles. Mais, ouais, voilà, merci Gilles parce que pour nous, une start-up, et je le redis, une start-up, c'est une entreprise. Et toute entreprise se pose ces 3 questions complémentaires que tu as évoquées. Simplement, quand on accompagne une start-up, parce qu'on est dans un marché qui est
très volatile, très éphémère, avec des outils qui nous permettent d'aller très vite, plus vite. On met en œuvre des méthodes qui permettent de vérifier justement que ce marché, il est réceptif, qu'il est présent, qu'il peut contribuer à notre croissance en achetant notre service. On met des méthodes qui coûtent peu, qui coûtent pas cher, et qui nous permettent de vérifier très rapidement que ce marché, cet utilisateur, il est prêt à le consommer, il est prêt à le partager, il est prêt à le faire vivre avec nous. Alors, Manon, tu nous as parlé de Product Market Fit. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous rappeler ce qu'est Comme un panier avant qu'on donne la parole à Alex, qui, je crois, avait beaucoup de choses à nous dire sur ce qu'on vient d'évoquer. Donc Comme un panier, c'est une plateforme qui met en relation des particuliers qui souhaitent se faire livrer leurs courses et des particuliers qui proposent de leur livrer. Donc des particuliers qu'on appelle des voisins livreurs, qui passent dans un point de retrait des courses. Donc drive au sens large, un drive de grande distribution, un drive de producteur. Et ils prennent la commande de leurs voisins et leur ramènent chez eux, donc des personnes qui habitent dans leur quartier, qui sont en difficulté de mobilité, qui n'ont pas le temps de faire leurs courses. Donc c'est un service collaboratif. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure justement sur le Product Market Fit qu'on avait évoqué en bootcamp, on a surtout eu aussi un workshop derrière. Et de mémoire, c'est le workshop le plus déprimant de notre accélération à Startinov. Alors pourquoi ? Attends. Parce que, en fait, on est ressorti de ce workshop. Alors pendant l'après-midi, on a vu déprimant ou challengeant ? Constructif, les deux. constructif. constructif. Non, les deux, parce que et on en parlait en rigolant aussi, mais on a visionné une vidéo de Oussama Hamar sur le Product Market Fit, donc de The Family, l'après-midi. Et sur le moment, on s'est tous pris en pleine face des choses qui sont très importantes, mais que jusqu'à ce moment-là, on n'avait pas forcément évoqué, dont on n'avait pas conscience. Totalement, le fait que le Product Market Fit, on l'a ou on l'a pas, qu'on n'éduque pas le marché, ça c'est hyper important, ouais. Que c'est à nous de modifier notre produit, mais que le marché, on ne l'éduquera pas, ce sera le marché de toute façon qui sera le plus fort. Et on reparlera d'éducation du marché, parce que avec la notion de time to market, sur vos deux projets, c'est quelque chose qui est fort. Donc on en reparlera. Vas-y, continue, pardon. Non, et puis... Finalement, c'est pas le bootcamp qui était déprimant, c'est la vidéo d'Oussama Hamar. Hein. C'est un C'était message adressé à Oussama Hamar. Non, Oussama, si tu nous regardes. Parce que derrière, c'est une aide énorme, et ça va aussi avec tout ce qu'on nous apprend à Startinov, c'est finalement, il vaut mieux échouer le plus vite possible. Et cette vidéo, elle aussi, elle peut aider à ça, à se rendre compte que de toute façon, on n'est pas sur le bon produit, il faut échouer vite pour mieux repartir et repartir sur complètement autre chose. Modifier, oui, sans nécessairement échouer, modifier. Itérer, comme disait Non, Gilles. mais échouer, c'est pas un mot, on pourra en reparler. Échouer, c'est pas un gros mot ou un mot dont il faut avoir peur. Échouer, ça peut être très positif. C'est se rendre compte que ce produit-là marche pas et on repart sur autre chose et on a appris de l'expérience et c'est un apprentissage. Et on aura une émission dédiée aux success stories et aux échecs. Voilà, donc je dis pas échouer comme quelque chose de négatif, mais échouer vite pour mieux repartir derrière. Et quand tu échoues comme ça, de toute façon, tu captes beaucoup d'informations sur le comportement du consommateur, sur un marché qui t'intéresse, ce qui permet de rebondir sur d'autres sujets. Voilà, tout à fait. Alex. Très bonne transition, puisque j'allais vous parler de l'échec de ma start-up. Tu commences tes conférences comme ça, bonjour, j'ai planté ma start-up. Voilà, bonjour, j'ai planté ma start-up qui n'a pas trouvé son marché, qui n'a pas trouvé son adéquation produit-marché. Par contre, je ne suis pas toujours d'accord avec le fait qu'on peut se planter vite et tout ça, puisque nous, on a mis 2 ans avant de se rendre compte qu'on n'avait pas de marché, donc on s'est planté bien comme il faut, longtemps, très lentement, mais pour une raison, on a une bonne excuse, c'est que ces théories, ces concepts dont on parle là, ils n'existaient pas. Et donc le premier qui a posé le terme de product market fit, qui l'a bien évangélisé, c'est Marc Andreessen, donc dans la Silicon Valley, investisseur très très connu de la Silicon Valley, fondateur de Netscape, plein de choses comme ça. Et donc moi aujourd'hui je suis très pushy aussi avec vous sur ces sujets-là parce que je les ai subis et je les ai compris qu'après coup. Ça m'a coûté un petit peu de plume avant de les comprendre. Et pour reprendre un peu ce que tu disais Gilles, il y a un sujet extrêmement important concernant l'entreprise et la start-up, une différence. Monter une pizzeria, un restaurant, c'est des très belles entreprises aussi, mais c'est plus certain. C'est plus facile, on est dans un monde un peu plus certain, d'autres l'ont fait, on peut calquer des modèles, on sait que la zone de chalandise ou ces choses-là sont des choses importantes. Il y a des choses qu'on peut appliquer. Quand on est sur des sujets aussi nouveaux que ce que font certaines startups ou des entrepreneuses à impact comme Manon et Virginie,
c'est pas du tout certain. Donc c'est là qu'est la différence entre l'entreprise et la start-up. Exactement. Et donc on doit mettre de la méthodologie pour, dans cette phase complètement incertaine, trouver justement ce qu'il est, ce qui est vrai, ce qu'il est faux, et pas rester sur, comme je l'ai fait moi malheureusement, sur les certitudes et dire voilà c'est ça qu'il faut faire, et aller dans le mur en fait. Donc voilà vraiment, je pense, là où ça se joue. Et puis je rebondis sur un autre sujet, alors c'est intéressant ce que vous avez amené sur la partie business, le fait de faire de l'argent, qui a le moyen aussi d'avancer. Je pense qu'il y a quand même une première phase justement à pas négliger, qui est le love. Parce qu'on aborde souvent ce terme de love dans notre accélération Startinov. Alors le love, l'amour. Voilà, l'amour, être sûr que nos utilisateurs aiment ce qu'on fait. Le kiff. Voilà. Et l'argent normalement devrait être une conséquence du love. Et si on fait la chose à l'envers, c'est-à-dire fixer son pricing en se pensant que c'est le prix justement qui va faire que les gens aiment ou pas, alors, c'est parfois le cas dans certains produits, mais dans la plupart du temps c'est pas le cas. Voilà. Et alors, pour finir avec ce que tu disais Virginie aussi, je suis surpris parce que tu es peut-être un des projets où dans le coaching justement j'ai trouvé que toi tu étais la plus proche de justement ce que peut être une adéquation produit-marché, dans tous ceux qu'on a vus, toutes saisons confondues. Mais en effet, ta problématique est peut-être plutôt sur la croissance, tu es peut-être déjà dans le début du scale, dans le début du up. Les méthodes, ouais. Et dans le début du up, et donc cette adéquation produit-marché, peut-être que tu as eu un peu de travail à faire pour t'assurer qu'elle était là et savoir comment tu allais prendre le début du tremplin. Mais pour moi, en effet, tu es déjà plus sur comment je crois, comment je vais dans d'autres villes. Et d'ailleurs, c'est un peu l'essentiel de notre travail. Là maintenant, mais encore des découvertes. J'ai encore des découvertes à faire sur les personnes qui utilisent, sur les non-dits aussi, les intentions non dites, ou en tout cas les envies non dites. Et ça, c'est pas évident. Tu le mentionnes, Gilles, et alors ça, c'est compliqué de le capter. Mais voilà, j'ai beaucoup d'interactions avec les personnes qui utilisent, les 3 profils d'utilisateurs: producteurs, particuliers qui proposent des surplus et personnes qui utilisent. Et c'est vrai que les retours d'expérience sont très très positifs. Donc j'ai envie de croire que je suis pas loin de pouvoir scale, en tout cas de pouvoir commencer à attaquer une autre échelle, parce que l'entreprise elle en a besoin économiquement. Mais j'ai l'impression d'avoir encore quelques découvertes à faire et de creuser dans les mois qui viennent, là, vraiment un gros chantier. Alors justement, tu parles de découverte, c'est ça qui est intéressant, c'est que valider, même si on est donc conscient que c'est pas on l'a ou on l'a pas, mais valider un product market fit, c'est résoudre cette équation, pour paraphraser Oussama Hamar de The Family. Comment est-ce qu'on fait pour la résoudre ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour aller chercher, résoudre ces inconnus de qu'est-ce que je vends, à qui, comment ? Comment est-ce qu'on fait ? Alex, comment est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as challengé les porteurs de projets, les entrepreneurs, pour qu'ils valident ces 3 notions ? Alors je vais élargir un tout petit peu. On peut parfois être expert d'un marché, bien connaître les acteurs, bien connaître un petit peu ce que les gens attendent. Nous, ce qu'on essaie de faire sur Startinov, et je pense que tu ne vas pas me contredire là-dessus puisque tu le fais aussi, c'est de les pousser à devenir des experts psychologiques de ce qui se passe dans la tête de leurs utilisateurs. C'est-à-dire pas seulement connaître un peu ce qu'ils pourraient acheter ou ce qui pourrait se passer, ou rester juste sur la surface de la vente, de la transaction qui pourrait arriver, mais carrément rentrer dans leur tête. Et justement, je trouve ça vachement intéressant ce que vous avez fait vous, toutes les deux, comme travail, parce que vos interviews vous permettent de faire de l'empathie et de connaître parfaitement ce qui se passe, ce qui les motive, mais pas seulement d'un point de vue financier, aussi d'un point de vue aspirationnel. Enfin, vos utilisateurs en plus sont vraiment dans cette mouvance-là. Donc ça, voilà, le côté psychologique, comprendre ce qui se passe dans leur tête pour après, justement, être vraiment expert du problème qu'on veut résoudre. Oui. Tu nous as... on a parlé d'interview dans ta session de formation. Et moi, je me suis rendu compte que dans le questionnement, je n'étais pas assez précise sur les questions. Donc j'ai changé mes interviews pour comprendre plus profondément pourquoi les personnes utilisaient, qu'est-ce qu'elles utilisaient avant, est-ce que la plateforme du potager d'à côté leur manquerait si elle n'existait plus. Voilà, donc c'est des questions qu'il faut se forcer à poser parce qu'on a un petit peu peur des réponses, mais par contre
voilà, quand on obtient les réponses qu'on veut, c'est plutôt bien. Je pense que dans les processus d'accompagnement qu'on fait avec Alex, il y a 2 mots-clés. Il y a, le premier, c'est le terrain. Et le deuxième, c'est la fin des certitudes. C'est-à-dire que même quand on pense à connaître le marché, il faut arriver avec un esprit totalement candide en se disant j'oublie tout ce que je sais sur le marché. Pas de croyance. Je vais essayer d'avoir un maximum d'empathie, d'être très très ouvert dans les entretiens et je vais faire des découvertes fantastiques qui vont me faire gagner un temps fou par rapport au fait de vouloir développer du code tout seul dans mon coin sans avoir cette immersion totale dans les besoins clients. Et donc il y a les entretiens et puis après il y a la partie analytique qui peut-être peut nous en dire plus sur les aspects non dits. Alors, c'est tout l'intérêt du product market fit, c'est-à-dire à la fois de coupler le côté très terrain, entretien, là c'est la compréhension de la psychologie du consommateur, et d'utiliser la data, on y reviendra, mais par des MVP, avoir des retours d'expérience assez réguliers qui permettent d'ajuster l'offre au fil du temps, indépendamment de la connaissance de départ. Alors MVP, oui. Je vais laisser Alex sur le MVP. Voilà, on rappelle les 3 objectifs d'une phase d'accélération. Bien penser son produit, donc là, atteindre le product market fit, bien concevoir son MVP, son produit minimum viable, qui nous permet de tester si la solution qu'on imagine, elle répond aux réelles problématiques qu'on a identifiées. Et puis ensuite, bien vendre son produit, comment est-ce que je vais chercher mes utilisateurs. Voilà. Et donc cette notion de MVP, on en parlera également dans une émission dédiée, parce que c'est hyper important. Alors, je vais juste élargir un tout petit peu. Il y a des méthodes d'exploration. Et une d'elles est le MVP, l'autre sont les interviews. Enfin, il y en a 5 ou 6 qu'on aborde justement toutes dans Startinov. Et après, le jeu de l'entrepreneur, c'est d'actionner la bonne méthode face à la chose qu'il est en train de chercher. Mais c'est comme les explorateurs qui naviguent, hein, ils ont des méthodes pour savoir quand il y a des algues, on est près du Nil. Et bien c'est la même chose pour l'adéquation produit-marché. On met en place de la méthode, donc le MVP est une des méthodes. Les interviews en sont une autre. Donc voilà. Et je pense que c'est intéressant en effet que cette émission couvre les différentes méthodes. Et c'est ce qu'on fait. On peut prendre l'image de la trousse à outils, c'est-à-dire Très bonne image. Le PMF, c'est un certain nombre d'outils qu'il faut utiliser. Je pense qu'il faut tous les utiliser au bon moment. Voilà. Notamment entre le fait de mettre assez rapidement un produit sur le marché avec une connaissance trop partielle du marché, ça peut finalement être assez dangereux parce qu'on a des itérations qui ne sont pas très productives. Ouais. Donc ça nécessite quand même d'avoir une bonne connaissance terrain avant de mettre en place le fameux MVP dont on parlera dans une prochaine émission. Alors, il y a des entrepreneurs là qui viennent me voir. On veut aller immédiatement au salon de notre profession. Pourquoi ? On veut montrer qu'on existe et on veut expliquer que cette profession... Se faire connaître et on veut expliquer que cette profession, elle peut évoluer grâce à notre outil. Alors, ok, pourquoi pas, mais est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'est le bon moment pour vous de faire ça ? Après, quand on est sur un marché de grande consommation, passer pour un clown vis-à-vis de 1000 personnes, c'est pas très grave. Quand on est sur un marché professionnel, arriver avec une offre à peu près aléatoire et mal conçue, c'est suicidaire. On est d'accord. Après, on a aussi des outils pour tester rapidement, juste avec des landing pages. C'est ce qu'on a fait justement grâce à l'accompagnement d'Alexandre. C'était aussi d'aller chercher très rapidement une autre manière d'explorer. Une autre manière d'explorer, oui. D'aller chercher très rapidement des retours sans avoir un produit bien ficelé pour pouvoir savoir très vite si le marché est appétant, s'il répond. Et puis ce qu'on a fait dans votre cas aussi, Manon, pour Comme un panier, c'est que même si on est sur initialement un produit qui peut s'adresser à tout un chacun, on a ciblé, ciblé des segments d'utilisateurs en disant voilà, peut-être que ce seront nos premiers utilisateurs, nos first users. Early adopters. Voilà, les early adopters. Comment est-ce qu'on fait pour choisir cette tranche ? Voilà, merci, j'y viens quand tu ne coupes pas. J'aimerais qu'on garde ce morceau, s'il vous plaît, dans la vidéo pour dire que le Grand Burger est un tyran. Voilà, donc comment est-ce qu'on fait pour choisir ces premiers utilisateurs, ces early adopters ? Pour les choisir. C'est eux qui nous choisissent, en fait. C'est eux qui nous choisissent ? Non, mais il faut que le marché aussi aime ce que fait l'entrepreneur et son produit plus que l'entrepreneur lui-même. Donc non, en fait, on fait des interviews. Nous, c'était la méthode pour nous. On fait des interviews. Là, on se rend compte qu'en fait, les segments sont pas ceux auxquels on s'attendait. Parce que ça, c'était chez nous une grande découverte. Vu qu'on a vu une problématique sur la livraison de courses quand on était étudiant, on pensait que les étudiants allaient être les early adopters de Comme un panier. Ce qui n'était pas du tout le cas. On était sur des actifs avec des enfants en bas âge,
donc on n'était pas sur une population d'étudiants. Et donc ça, on le découvre par des interviews, via le MVP. Oui, parce que vous êtes arrivé dans Startinov avec un prototype qui vous permettait déjà de réaliser une expérience de livraison collaborative. D'abord à Poitiers. D'abord à Poitiers. Voilà, comme test. Ça, c'est intéressant aussi. C'est quelque chose qui... vous êtes arrivés toutes les deux dans votre accélération avec cet outil qui vous permettait de tester. Et cet outil, il évolue aussi au fur et à mesure de l'accélération. Et encore d'ailleurs. Oui. Toutes les deux, la plateforme, que ce soit comme un panier ou le potager d'à côté, il évolue sans cesse. Complètement. Et là, tu... Et là, blanc. Alors, ok. Comment on fait évoluer? Pourquoi? Non, mais on évolue tout le temps, forcément. Avant de concevoir l'outil, je suis déjà passée par cette phase d'entretien. Donc j'avais déjà des réponses qui m'ont permis de concevoir, ou en tout cas d'imaginer les fonctionnalités qui étaient nécessaires. Après, on travaille avec les développeurs et voilà, les experts du métier pour le retranscrire dans un cahier des charges, etc. Donc il y a eu avant l'outil, pendant l'utilisation, et puis il y a encore après, ce retour d'expérience, il doit être permanent. Donc ça, c'est clair qu'il continue d'évoluer, il continuera d'évoluer. Voilà, donc la partie early adopter, on va dire que les early adopters, pour moi, c'est forcément des personnes qui allaient utiliser l'outil parce que j'avais fait un outil qui correspondait déjà à des attentes. Mais après, c'est entre la théorie et la pratique, il peut y avoir un petit écart. Et moi, j'ai des personnes qui utilisent et je peux nommer qui sont mes early adopters aujourd'hui. J'ai les noms et les prénoms en tête. Hein, ah oui, c'est même pas des tranches de Tu les avais population. avant l'accélération aussi? Avant Ou l'accélération. ça t'a renforcé sur ça? Alors, est-ce que je les avais avant l'accélération? Tu les avais identifiés comme tels, ou est-ce que l'accélération t'a amené justement de la valeur pour dire ah mais oui, c'est ça? Alors moi je les ai définis par la récurrence d'utilisation et après je suis retournée, j'ai refait mes entretiens, j'ai recontacté ces personnes et c'est comme ça que j'ai compris que c'était mes early adopters. Mais c'est vrai que moi j'ai défini... Un bon synonyme serait peut-être fan, t'es fan. Oui. Et dans les entretiens, ça se ressent réellement. C'est des gens qui adorent parce qu'elles trouvent que ça a du sens aujourd'hui et ils utilisent parce que ça leur apporte de la valeur aussi dans leur quotidien. Donc c'est pas juste faire quelque chose de bien, c'est que ça leur apporte quelque chose dans leur vie. Et puis après, ce sont des personnes qui ont envie d'en parler, qui ont envie d'aider vraiment à la construction et au développement du projet. On revient à cette notion d'effort à réaliser pour aller chercher le niveau. C'est les autres qui le font. Voilà. Ça devient des ambassadeurs. Voilà, exactement. Donc, il y a plusieurs dimensions derrière les early adopters. On en a vu plusieurs. Là, c'est d'une part le côté bienveillant du client qui va pas être extrêmement pénible dans la gestion du fournisseur. La capacité à faire évoluer avec le fournisseur le produit, parce qu'il va être apporteur de conseils. Et puis le côté, je suis capable de prendre des risques. C'est-à-dire quand j'achète un produit, je suis pas certain pour une start-up que finalement j'aurai la totalité des fonctions que j'attends. C'est pas grave, je prends le risque. Parce que j'aime bien la start-up, je m'associe aux démarches et après j'en suis un ambassadeur. Complètement. Et là, on a fêté les 1 an du potager d'à côté mercredi. On est quel jour? Vendredi. J'avais envie de dire la semaine dernière. Pardon, mais je sais qu'on peut... On ne cite pas une journée dans ces émissions, elles sont intemporelles. Donc on a fêté les 1 an du potager d'à côté il y a quelques jours. Et... Anniversaire, joyeux anniversaire. Je chante faux, mais le cœur y est. Non, mais bravo. bon, 1 an après, on a envie de dire, on est toujours vivant, on est là et on est chaque jour un petit peu plus fort grâce aux personnes qui utilisent et qui nous soutiennent. Voilà, donc j'avais envie de rencontrer les personnes qui utilisent, que je ne connais pas, mais que je connais par les noms, parce que je vois passer effectivement les noms. Et donc j'avais vraiment envie de les rencontrer. Et dans les discussions que j'ai eu envie d'avoir avec ces personnes, c'est est-ce que vous avez envie d'aller plus loin dans la démarche et de soutenir, de s'associer au potager d'à côté dans la lutte anti-gaspi. Et donc la création d'un groupe d'ambassadeurs, ça là c'est imminent. Donc parce que oui, il y a des personnes qui ont vraiment envie
d'aller plus loin. Donc ça, c'est chouette. Voilà, succès. Comment est-ce qu'on résout l'équation? Une de ces équations, c'est comment je vais chercher mes nouveaux utilisateurs. C'est ce groupe d'ambassadeurs. Et ça part avec peu de personnes. Oui, bien sûr. On va passer des bons moments à mettre en place ce groupe d'ambassadeurs, à le construire un petit peu comme les personnes ont envie de le faire et de mettre le temps que ces personnes peuvent mettre. Et ça part par de petites actions. Après, on peut faire plus de choses ensemble, mais ça part par de petites actions réellement. Donc, j'étais ravie de savoir qu'il y avait des personnes, et je l'avais déjà constaté au téléphone par mes entretiens, mais là, c'est en les rencontrant et ça se confirme. Voilà, donc je suis contente. Alors, c'est peut-être ça qui est contre-intuitif, hein. C'est que pour faire de grandes choses, on se dit qu'il faut tout de suite voir grand, alors qu'en fait, que ce love qu'on va chercher, l'amour de nos utilisateurs, on va le chercher avec peu au début, et après, on se débrouille à ce que on répande cet amour à plus de gens. Mais au début, on va le prouver, on va le bichonner, on va le travailler avec peu de gens. Et il y a un autre sujet que je trouve très intéressant dans ce que tu fais, et que tu l'appliques plutôt bien tout ce qu'on t'a amené, c'est cette interaction permanente avec les utilisateurs, aussi bien pour trouver le bon produit, ensuite pour le construire et le concevoir, et ensuite aussi pour le vendre, puisque le programme d'ambassadeur sur lequel tu travailles, c'est j'interagis avec mes ambassadeurs pour comprendre comment eux vont parler de mon produit aux autres. Donc toujours cette interaction avec l'utilisateur permanence. Ça, c'est un des gros ADN de Startinov aussi. Le terrain, comme on le disait. Le terrain, complètement. Il ne faut pas croire que la plateforme, que c'est la plateforme digitale, tout se passe dans le digital. Ça, c'est, je sais pas, c'est très mystique. C'est complètement... à tous ceux qui ont envie de créer une plateforme, si vous pensez que vous pouvez faire vivre une plateforme juste par le digital, Benoît nous dira peut-être le contraire. Moi, je vous dis que il faut d'abord bien comprendre ses utilisateurs et leur apporter de la valeur avant de lancer tout plein de démarches digitales. Eh bien ça sera le petit moment qu'on mettra au tout début de l'émission, puisque je crois que c'est vraiment le cœur de ce qu'on essaye de faire ressortir, le terrain. Alors, Benoît nous dira peut-être le contraire, parce que parfois des gens arrivent à créer des plateformes purement sur le digital, parce qu'en fait ils sont déjà très 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 experts du domaine, ils ont déjà eu 10 000 conversations, par exemple dans le basket, quelqu'un qui connaît bien le basket pourrait arriver à faire des choses sans avoir besoin de mener d'interviews, parce que de toute façon ça fait 10 ans qu'ils mènent des interviews. Plus que ça. Mais... On veut t'inclure dans l'émission, il n'y a pas de choix. Je pense qu'on ne réalise pas le travail qu'il y a derrière une plateforme. Vraiment, les gens ne réalisent pas. Même les utilisateurs, sans forcément dire que c'est un problème, les gens ne réalisent pas, parce que pour avoir une plateforme, il faut là dans le cadre de Comme un panier et du potager d'à côté, il faut des personnes qui proposent, donc des personnes qui proposent, là dans le cadre du potager d'à côté, des fruits et des légumes de producteurs ou de particuliers. Dans ton cas, Manon, c'est des personnes qui proposent la livraison, et puis ensuite il faut des personnes qui utilisent. Et voilà. Et rien que ça, en fait, a mené des gens sur la plateforme. Alors oui, il peut y avoir plein de tactiques digitales, mais en fait, il y a beaucoup de choses en coulisses que les gens ne voient pas. Et puis ensuite, c'est l'administration de la plateforme en elle-même, c'est la partie communication, c'est les interactions. Les gens ne perçoivent pas le travail de plateforme je ne sais pas si c'est normal ou pas normal. Le numérique, c'est pas magique. Et si on prend ce qui se passe dans la Silicon Valley, on l'a vu sur la communauté We Know, là on a Clara Trier, une ancienne de Uber et Airbnb que j'ai interviewée. On a la vidéo en ligne sur We Know. Très intéressant, parce qu'il y a cette obsession justement dans la Silicon Valley de l'interaction avec l'utilisateur, et c'est un peu ça qu'on maintenant en France on commence à appliquer, et on se rend compte que c'est magique. Et les grandes plateformes qu'on connaît qui viennent de la Silicon Valley, en fait c'est qu'elles appliquent ça très 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 bien pendant très 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 longtemps, et qu'elles structurent les équipes comme ça. Mais la plateforme reste un outil. On ne crée pas une plateforme pour créer une plateforme. On crée une plateforme parce que ça semble être l'outil qui nous permet d'apporter aux utilisateurs ce qu'ils recherchent. On ne crée pas des plateformes pour créer des plateformes. Enfin voilà, c'est clair. De toute façon, si on le fait, je pense qu'on a de grands risques en perspective.
Merci pour cette superbe échange. Je crois qu'on a tout le contenu qu'on voulait aller chercher, vous faire sortir de vos tripes là. Peut-être faire rebondir Manon sur l'interaction utilisateur. Vous m'avez perdu sur le digital, parce qu'au moment où tu vas à la rencontre de tes utilisateurs, que ce soit par des questionnaires, si tu fais des vidéos, tu utilises quand même le digital. Tu n'es pas forcément dans la rencontre physique. Alors oui, sur un moment donné où tu fais pas le mercredi, ok, on recommence, où tu fais une rencontre avec des personnes qui sont sur place autour d'Angoulême pour les rencontrer, qu'ils deviennent ambassadeurs. Là, tu as une interaction physique avec elles, mais sinon, tu utilises toujours des outils digitaux pour communiquer avec tes utilisateurs, et ton service crée du lien social à ce moment-là, mais toi, dans ta relation avec tes utilisateurs, tu es quand même dans une relation à distance et intermédiée par un outil digital. Nous, on est une phase où on a encore besoin de faire pas mal de découvertes. L'interaction avec les gens, elle est dans cette intention là en ce moment, c'est de découvrir et puis de construire des choses ensemble qui pourront être répliquées sans mon interaction personnelle, moi, tu vois. Donc c'est effectivement, la plateforme est un outil. Le but, c'est que les gens utilisent l'outil. Mais nous, on a besoin de découvrir, de continuer à faire évoluer la plateforme pour être au plus près de ce que les gens recherchent en termes d'ambiance, de service, d'état d'esprit. Voilà. Donc c'est pour ça que la connexion avec le terrain, elle est super importante, parce que je pense que en se déconnectant de ce terrain-là, tu peux perdre un petit peu la valeur, en tout cas ce que tu peux perdre. L'empathie. Je sais plus. Ouais. Tu peux te perdre, tout simplement. Je vais peut-être tenter de vous réconcilier sur le digital. En fait, ce qui compte dans le product market fit, c'est d'avoir une communication profonde, intense et permanente avec le consommateur. Qu'elle passe par un canal digital ou qu'elle se fasse sur mode terrain tel qu'on l'entend vraiment dans des contacts physiques, à vrai dire, ça a peu d'importance. Alors, il y a ce côté faut psychologique. Faire les deux. Là où ça peut être relativement dangereux, c'est de se réfugier derrière le digital avec des questionnements relativement superficiels ou du traitement de data en disant par le traitement de data ou du questionnaire superficiel, je vais arriver à sonder parfaitement mon consommateur, ce qui n'est pas le cas. Tout à fait d'accord. Et en effet, il y a un point important qui est la mesure des émotions. Qui sont évidemment bien plus facilement perçus quand on est en face à face. Mais par contre, on peut faire des choses très très bien aussi avec un groupe Facebook ou des interactions sur des réseaux sociaux. On arrive à choper quand même de la... Mais tout à fait d'accord avec Sophie. Merci. Moi, Virginie, tu nous évoques tes 1 an cette semaine. J'aimerais qu'on parle de time to market. Tu fais pas ton âge. Non, Merci. bien sûr que non. J'aimerais qu'on parle de time to market, parce que dans la vie d'un entrepreneur, c'est quand même quelque chose de sensible et de stratégique. On a une règle, Alex. On dit qu'un entrepreneur, quand il arrive au bout de ses 18 mois et qu'il n'y a pas eu d'évolution significative... 24 mois, 2 ans, c'est ce qui s'est passé pour ma startup. Voilà. Bon, en tout cas, à partir de 18 mois, on commence à mettre des warnings. On se fatigue. Tiens, donc, qu'est-ce qui se passe quand on se fatigue ? Qu'est-ce qu'on fait plus ? Juste, je sais pas si ce sera le sujet d'une émission, cette partie, la règle des 24 mois. Non. Non. Juste en quelques mots, au bout de 18 mois, 2 ans, se corrèlent plusieurs choses. À la fin des allocations chômage, une phase de différenciation entre les associés qui commencent à plus voir leurs défauts que leurs qualités entre eux, ce qui est normal, mais bon, pour le coup, ça vient se corréler avec ça. Et puis une baisse de motivation si rien ne s'est passé, justement. Et donc, il y a vraiment un ensemble de facteurs qui vont faire que la startup va exploser si, justement, elle n'a pas trouvé cette adéquation produit-marché. Donc, il y a une sorte d'horloge, une sorte de tic-tac qui fait faut chercher, faut trouver, parce que tant qu'on n'a pas trouvé, c'est risqué. Et l'autre sujet aussi, ça va avec les levées de fonds. Quand il y a besoin d'une levée de fonds, dans le cas, c'est pas toujours le cas, mais parfois il y a besoin. Voilà, aller faire une levée de fonds alors qu'on n'a pas encore trouvé cette adéquation produit-marché est un risque énorme. On se met dans une situation en fait très très périlleuse, alors que très souvent, en tout cas, je recommande aux entrepreneurs d'aller faire cette recherche-là plus pour eux, parce qu'ils vont mettre plusieurs années de leur vie dans leur projet, et donc autant que ce soit pour quelque chose qui vaille le coup, plutôt que comme ce que j'ai fait, en fait, mettre 2 ans dans un truc qui va dans le mur. Et 100% d'accord avec Alex. Je rajouterais une chose par rapport à ces 24 mois, c'est qu'il y a aussi une forme de lassitude qui se crée avec l'ensemble de l'écosystème.
On sait qu'une start-up bénéficie de conseils, elle peut s'appuyer sur différents opérateurs, aussi bien sur un plan financier qu'immatériel. Et au bout de 24 mois, on sent qu'il y a une forme de... On vous lâche pas, mais en tout cas, il y a beaucoup moins d'enthousiasme et d'énergie qu'on met à vous soutenir. Parce qu'on pense, nous aussi, en tant qu'acteur du soutien, que finalement, c'était peut-être pas la bonne idée. En tout cas, elle n'a pas été traitée correctement. Ou la mauvaise exécution. Ouais, voilà. Très juste. Alors, comment est-ce qu'on fait pour concilier ce time to market, cette règle des 18-24 mois, quand on est une entreprise à impact, qu'on se rapproche d'un product market fit, et que on sait que même si c'est pas le rôle de l'entrepreneur et du start-upper d'éduquer le marché, on a quand même quelque chose à partager, à porter. Comment est-ce qu'on fait pour tenir ? Alors d'abord, moi j'ajouterais un premier point sur lequel on va rebondir pour laisser la parole, notamment à Virginie qui nous en a parlé à demi-mot tout à l'heure, qui est la mesure. On va mesurer régulièrement si on est sur la bonne voie. Le fait de mesurer, est-ce qu'on est en phase, est-ce qu'on a déjà une bribe d'adéquation produit-marché, et d'ailleurs tu as mentionné ce terme, est-ce que le potager d'à côté manquerait à mes utilisateurs ? Et ça, c'est, je trouve, la bonne question à faire, et nous, on vous pousse à le faire, à les mesurer. Des fois, on y va même sur des manières extrêmes qui est on va s'arrêter, qu'est-ce que vous en pensez, pour voir si ça réagit en face, parce que si tout le monde s'en fiche que vous arrêtiez ce que vous faites, c'est que vous tenez pas quelque chose de fort. Et ça, tu l'as fait, toi. Ouais. Ça t'a aidé pas mal, non ? Dans les entretiens, c'est une question qui va avec les autres. Alors, moi, j'ai pas dit que j'allais arrêter le potager d'à côté, mais je leur ai demandé si aujourd'hui on n'existait plus, est-ce que ça vous manquerait ? Voilà. Et puis il y a eu beaucoup d'enthousiasme. Alors je dis pas que c'est sur toutes les réponses, mais il y a eu beaucoup d'enthousiasme derrière. Cette démarche t'a beaucoup apporté ou c'est quelque chose que tu faisais déjà ? Ça motive. Et tu vois, là aussi, ces entretiens-là, ils sont faits pour te faire avancer, ils sont constructifs, et puis ils te motivent et te disent « Ah oui, donc je suis vraiment en train de répondre à des attentes, et puis je dois absolument continuer parce qu'il y a des gens qui attendent des choses du potager d'à côté, de moi en tant que personne, etc. » Donc voilà, ça participe à la motivation. Alors, sur la règle des 24 mois, tu vois, sur ce que tu as abordé, donc moi je n'ai pas d'allocation chômage. C'était quoi l'autre élément ? Il y a la lassitude entre les associés. T'as pas J'ai pas d'associé, voilà, merci. Et puis... Pas du tout de famille non plus. Voilà. Et après, non, mais c'est rigolo parce que moi, du coup, ça me concerne et pas. Après, moi, en un an, il se passe des choses sur ton projet aussi. Il faut qu'il se passe des choses. Alors, et c'est pour moi, c'est vraiment ces indicateurs-là. J'ai pas assez d'indicateurs encore sur le potager d'à côté. Là, c'est des choses que je dois mettre en place pour mieux mesurer. Ça, c'est très important. Mais à partir du moment où ça continue de croître et d'avancer, voilà, ça me permet de rester motivé. Et puis, il y a ces premiers chiffres qui sont parlants. On a sauvé 650 kilos de surplus de particuliers. Il y a quand même 3 tonnes de produits locaux qui se sont vendus. Je dis, c'est déjà des résultats. On a dépassé les 1000 inscrits. Et le truc, c'est qu'il faut que ça soit multiplié par 10, par 100, en fait. Donc, c'est là où... Et tu as mesuré que tu étais sur la bonne voie. J'ai mesuré que j'étais quand même en train d'avoir un impact. Je suis déjà en train d'avoir un impact. Et c'est ça aussi, je pense, par rapport à la motivation, c'est quand tu portes un projet à impact qui est en accord avec tes valeurs et ce que tu as envie de défendre, je pense que la motivation, elle reste aussi plus longtemps parce que tu vois les effets positifs, pas que sur l'utilisateur, mais aussi sur ton environnement. Donc je pense qu'au niveau de la motivation, ça joue aussi. Sur cette question de temporalité, moi, il y a le premier mois qui m'est très cher. Alors, ce que j'appelle le premier mois, quand on est comme ça, avec une entreprise impact, c'est est-ce qu'on est capable, au bout de 3 semaines ou d'un mois, de passer d'une posture de militant dogmatique à entrepreneur porteur de sens. En d'autres termes, sans déroger à ses valeurs, petit à petit, quand même, infléchir un peu le projet pour qu'il trouve un modèle économique. Et si cette mutation s'organise trop tard, on arrive rapidement sur le mur des 24 mois sur lequel on n'a pas suffisamment changé un peu son modèle ou sa façon de penser pour satisfaire les attentes du marché. C'est pour ça que Gilles, tu interviens dès le début de l'accélération aussi pour rappeler que une start-up est une entreprise même si une entreprise n'est pas une start-up et que cette notion, ces éléments stratégiques qui doivent être pensés dès le début. Très vite. Et tu interviens pendant le premier mois de l'accélération. Et tu revois aussi les accélérés en fin d'accélération sur cette fois une notion plus spécifique qui est la stratégie financière. Comment est-ce que ce marché se transforme en succès financier pour assurer la survie, la pérennité de l'entreprise. Profitons de l'émission pour distiller un petit conseil vis-à-vis de nos auditeurs.
Dans le product market fit, on pense surtout à la partie connaissance client, compréhension comment dirais-je, des besoins profonds, évolution, itération, mettre sur le marché différentes épreuves. Ce que je dis toujours aux start-upers, c'est ayez à côté non pas un business plan, c'est absolument pas un business plan, on se dit vous faut, mais un petit tableur Excel qui vous permet de rentrer 3-4 critères, et dès que vous faites un petit pivot, une petite évolution, regardez les impacts que ça a sur la génération de revenus. Un outil très simple, qui est absolument pas un business plan. Ça met en cohérence tout de suite la notion de PMF avec est-ce que derrière, je peux créer une entreprise. Et pour rebondir sur ça, on les pousse aussi à faire payer d'entrée. Hein. Alors vous, c'était bien, parce qu'il y avait déjà des modèles équilibrés, mais il y a cette parfois réticence de dire non, mais pour l'instant, je veux que ce soit gratuit parce que je veux beaucoup de gens dans mon service. Oui, et puis mon service, s'il n'est pas prêt, je peux pas vendre ça. Et nous, on les pousse vraiment à aller jusqu'au paiement. Et j'ai même cette petite histoire d'une start-up que j'avais coachée qui... en pitchant en fait auprès de commerçants, les commerçants leur faisaient des chèques qu'ils n'avaient pas demandé. Enfin, ils sortaient le chéquier en disant du coup c'est combien. Du coup ils ont pris des chèques, ils n'avaient pas encore créé la société donc ils ne pouvaient pas les encaisser, mais ils ont mis dans un petit cadre pour aller choper des fonds auprès de leur business angel. Mais bon voilà, les pousser aussi, c'est un des sujets qu'on travaille pas mal sur l'accompagnement, à ne pas se leurrer sur le fait qu'il faut gagner de l'argent, hein, parce qu'il y a 4 manières de gagner de l'argent dans la vie, hein. Hériter, voler le voler, gagner au loto ou vendre. Et donc la vente est essentielle. Avec nos projets, Manon et moi, l'intention c'est de dire une entreprise à impact positif peut s'autofinancer sans être une association nécessairement. Elle peut créer des emplois. Et voilà, et donner de l'espoir à des personnes qui ont perdu le sens dans leurs emplois. Ouais, moi, j'ai vraiment envie d'arriver à prouver ça. Et puis on peut tout à fait concilier une entreprise qui crée de l'impact avec la création de valeur et de revenus. Je suis une génération qui détruit la planète, qui a détruit la planète. Vous êtes la génération qui allait reconstruire, et cette reconstruction de planète peut créer de la valeur, aussi économique. Il y a un petit peu de méfiance qui se crée autour des plateformes. Parce qu'il y a ces grosses plateformes qui existent, qui sont des références presque dans le domaine. Et du coup, moi, je ressens, en tout cas, je perçois de la méfiance parfois vers ces plateformes. Hein, pas forcément vers le potager d'à côté, mais vers les grosses plateformes. Parce qu'elles sont, on les perçoit comme des grosses entreprises à fric, et du coup si on peut les squeezer et ne pas essayer de les bypasser, c'est pas plus mal. Et en fait nous, si les personnes n'utilisent pas les plateformes, on n'arrivera pas à en vivre. Donc c'est là où c'est un petit peu... L'équation est rendue un peu plus compliquée. Mais justement là-dessus, moi j'ai une grande question pour toutes les deux. Ça c'est exactement un des sujets. Moi je m'intéresse beaucoup à l'entrepreneuriat impact, à l'écologie en ce moment, je suis très engagé, et surtout je suis très content d'avoir des projets comme les vôtres dans l'accélération, parce que c'est ce qui nous fait vibrer aussi. Et je parle même peut-être d'un nouveau concept qui serait l'adéquation produit-impact. Et ce que j'ai découvert, alors du coup sur ces projets impact, en effet l'argent est un moyen d'avoir plus d'impact, parce que d'accélérer et de toujours croître. Ce qui meut les entrepreneurs à impact, c'est pas toujours justement le fait de gagner beaucoup d'argent. Au contraire, c'est de trouver l'équilibre entre impact et business. Hein. C'est vraiment, je pense, Et je vois qu'il y a un peu une double peine pour les entrepreneurs à impact, parce que vous devez à la fois trouver un business model et trouver un impact model. Est-ce que vous ressentez cette tension un peu compliquée ? Je trouve que c'est doublement compliqué pour les entrepreneurs à impact. Est-ce que vous ressentez ça aussi, cette complexité ? C'est un peu ce que tu... Oui. Déjà, juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait de... on veut juste être rentable, pas faire des millions et être une licorne. Si on porte un projet à impact, ça, c'est pas possible. Tu veux nous parler des zèbres ? Des zèbres, je sais pas, le sujet est assez controversé maintenant, mais je pense que si on s'est lancé dans ces entreprises-là, c'est pas pour un attrait... ni économique, ni l'envie de s'enrichir, que ce soit personnellement ou de créer une entreprise qui génère beaucoup d'argent. On sait par contre que pour continuer à vivre, il faut être rentable. Donc c'est vrai qu'on a ces deux aspects à mener de front. Être rentable et en même temps continuer à avoir un impact positif et d'avoir l'impact le plus positif possible. Je ne sais pas si c'est plus compliqué parce que
Notre impact et l'impact positif, normalement, il est inscrit dans l'ADN du projet et dans ce qu'on porte. Donc, le plus compliqué, c'est forcément d'aller chercher cette rentabilité, mais c'est pas mener deux choses de front. Enfin, moi, c'est ce que je pense. L'impact positif, il est dans le projet. Toi, il est dans le fait de proposer à des gens de vendre leur surplus ou à d'autres d'acheter les producteurs locaux et ces surplus-là. Je suis pas sûre qu'au quotidien, et nous, c'est pas le cas, tu travailles sur ce point-là c'est de te dire il faut que j'aille chercher encore plus un impact positif. Il est déjà créé par ta plateforme en tant que telle. Donc on est plus sur quand même des problématiques classiques de marché, de développement. Oui. Donc l'adéquation produit, et pas besoin d'adéquation produit-impact, l'adéquation produit-marché convient très bien à vos problèmes en fait. Oui, mais c'est vrai que dans les entreprises à impact, il y en a beaucoup qui oublient cet aspect-là. Donc, en tout cas, qui essayent de le mettre de côté. Enfin, voilà. Choix, voilà, et nous, on l'a intégré dès le départ, en respectant tous les acteurs, tous les utilisateurs. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire les choses différemment pour peut-être qu'un entrepreneur qui, je ne sais pas, qui ne soit pas autant sensible au sujet qui nous touche, peut-être que un entrepreneur aurait fait les choses différemment avec le potager d'à côté, avec une plus grande participation sur les ventes en ligne, avec des abonnements, avec plus de matière pour générer du chiffre d'affaires. Nous, là où je suis d'accord, c'est qu'on s'ajoute une complexité qui est on veut apporter de l'impact, on veut que tout le monde s'y retrouve, et du coup ça tend un petit peu, ça met de la tension sur notre rentabilité. On se le met dès le départ, mais on se dit que parce qu'on a toutes ces intentions-là, les personnes vont utiliser, et du coup on va atteindre nos cibles et nos volumes parce que justement on fait attention à tout ça, et ce qui n'est pas forcément vrai. Alors, où c'est plus compliqué, c'est que j'ai le plaisir de vous dire que nous avons 2 héroïnes autour de la table. C'est qu'en fait, quand on est comme ça sur des projets à impact, souvent il y a 2 produits de market fit à réaliser. Je vais être plus explicite, c'est-à-dire que quand on est sur des produits d'impact d'économie de proximité, il faut mettre en relation une communauté de vendeurs avec une communauté d'acheteurs. Ceci se fait sur un territoire géographique donné. Et la plupart du temps, les start-upers, ils vont tester ça sur leur territoire d'origine, qui peut être un territoire soit rural, soit urbain. Donc il y a un premier market fit qui est de savoir si à l'échelle territoriale que l'on analyse, ça va fonctionner. Et comme on est sur des modèles économiques tendus, on sait que dans un avenir d'entreprise, il va falloir élargir ensuite ce modèle-là à l'ensemble du territoire national. Donc j'aurais tendance à dire, il y a un PFM1 sur le territoire de Poitiers, et est-ce que ce produit market fit est valable sur une zone beaucoup plus métropolitaine comme Nantes ou Paris ? Donc il faut découper le produit market fit en 2 étapes, ce qui rend la chose encore plus complexe. Ce que tu abordes là, Gilles, c'est justement lié au love. Créer ce love, le prouver sur une première ville. Et après, le scale, justement, le up, va venir de toucher d'autres villes. Mais c'est ni plus ni moins ce qu'a fait Uber, en fait. Ils ont prouvé qu'à San Francisco, ça fonctionnait bien. C'était San Francisco en premier. Et après, ils ont trouvé les manières d'automatiser l'ouverture de villes. Alors au début, mettait longtemps. Après, ils ont accéléré ça. Donc du coup, on voit bien que c'est pas la même phase. La première phase, c'est de prouver l'amour sur une première ville. Si on n'a pas ça, en effet, et parfois les start-upers grillent les étapes, lèvent des fonds pour aller ouvrir plein de villes alors qu'ils n'ont pas bien bossé la première étape. Et c'est là où je pense l'essentiel de cette émission d'ailleurs, c'est bien bien faire comprendre à des start-upers qui seraient dans cette volonté-là qu'il faut qu'ils aient une première étape d'expérimentation locale. Ça ne garantit pas la réussite, mais en tout cas c'est la première étape. Exactement. Ok, alors on a changé la cassette, on a retourné la cassette il y a pas longtemps, mais est-ce que vous avez d'autres points à aborder ? Parce qu'on a déjà une émission avec beaucoup de contenu. Oui. Pour nous, c'est ok. Non, mais je suis contente parce que j'ai réussi à dire ce que je voulais dire avant quand je suis arrivée. Donc ça va. Si on pouvait caser le truc sur la méfiance sur les plateformes. Ah si, c'est top ça. Ouais. Et je sais plus en fait, tu vois. Ah oui, dans le fait de pouvoir vivre de ça aussi, ça c'est important. Et la dernière chose, c'était quoi ? Je sais plus, je l'ai oublié. On est encore dans l'émission. Oui, mais non, mais tu vas couper ça. Non. Ah si, tu vas couper. Non. Si. Ok. Ce sont des explorations et d'autres explorent sur des niches différentes. Toi, tu avais surtout, tu t'étais débrouillé à explorer un maximum de niches pour comprendre lesquelles étaient vraiment. Ouais, Mais c'est de mon client. Tu peux nous raconter un peu ? Alors, il y a un truc, c'est que là, je garderais bien toute cette séquence en teaser d'émission. C'est un peu le débriefing, mais en fait, on a parlé de ça. Par contre, si vous voulez re-rentrer dans l'émission, il faut re-rentrer dans l'émission.
Non, mais on va pas re-rentrer dans l'émission. On était re-rentrés. Tu l'as déjà abordé. Ouais, on a parlé un peu des landing Mais j'aurais bien aimé que pages. tu donnes un peu Tu plus sais, de même si tu détails fais sur les personnages des morceaux éventuels, machin. avec un écran Parce qu'il y en a rose, que t'as carté, il y en a que t'as gardé. tiens, il y a aussi ça. Ce qui est très On va aussi pénible. parler de ça. Ce qui est très pénible, c'est qu'on Ouais, soit nickel, filmé, hein, ça parce que nous, on est en train de bosser, là, on travaille. Là. Ouais, nous on bosse, ouais. Mais oui, Justement, dire, et en voilà, on a fait, gardé dans son ces esprit. conversations naturelles, c'est ce qu'il y a aussi des trucs très cool qui ressortent souvent. en Ouais, fait. mais c'est vrai. Bon, Marion, est-ce que tu veux nous parler de justement Non, est-ce que- Moi, ce qui me plairait bien, c'est surtout, tu viens de dire ça marche pas, justement. Parle du fait que tu as exploré des trucs qui n'ont pas marché et que ça on n'a pas trop dit, on a parlé des trucs qui allaient bien, on a parlé de ce que ça a apporté machin, on n'a pas trop parlé du nous on a mené cette exploration, en effet on a mené cette exploration et ça n'a pas marché quoi. C'est vrai, mais c'est parce voilà, je te donne la qu'elles ont perche. réalisé ces explorations qu'elles sont là et Voilà. qu'on parle de ce qui a Je te marché. donne la perche sur les niches et tu dis oui on a exploré des niches, on a Merci, c'est celles qui marchaient, celles qui marchaient Tu pas. m'écris et- mon texte. Non, mais et c'est- je le enfin, récite. voilà. Ouais, si tu veux. Je sais pas si c'est hyper pertinent dans le produit locatif. Ouais, ok. Ah bon, mais je l'ai fait. Job un peu. Mais je l'ai fait. Oh là là. Ça, c'est pas possible. Quand je nettoie parce qu'il y a de la poussière sur cette table, là, ça me va pas. Manon, est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous parler des explorations que tu as réalisées, que vous avez réalisées pendant votre accélération, et surtout celles qui n'ont pas marché au final? Oui, on a réalisé des explorations plutôt sur des segments en fait des clients et donc sur des niches via les landing pages dont on parlait tout à l'heure. En fait, on a créé pour différents segments de population, on avait créé une landing page plus adressée aux femmes enceintes alitées au moment par rapport à la problématique de la livraison des courses et du fait de porter les courses. On a aussi essayé de tester auprès des mutuelles pour les personnes accidentées. Et puis, sur ces niches-là, on a été confronté à des problématiques différentes. Au niveau des femmes enceintes, on est en fait sur une population qu'on peut acquérir dans un temps très court. Et donc, en fait, là, on était plus sur une problématique de réussir à avoir les bons prescripteurs pour toucher rapidement cette population, qui est une population temporaire. Éphémère. Une population éphémère. Et on a eu aussi des problématiques au niveau des prescripteurs du fait du milieu médical, notamment, et de la non-possibilité de conseiller une plateforme précise ou un service précis, une marque, en fait. Alors même qu'ils avaient envie, tu avais voilà. découvert qu'ils étaient appétents, mais Ouais. dans l'impossibilité légale, quoi. Tout à fait. Et puis, au niveau du segment personnes accidentées notamment sur les mutuelles, en fait, on n'était pas sur le même timing et même stade de développement. Ils nous demandaient un développement en fait, national pour pouvoir tester notre produit tout de suite auprès de tous leurs adhérents. Donc là, on était sur une problématique de stade de développement et de timing. Donc à retenter à l'avenir. Alors, quand on a la possibilité, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir expérimenter de manière concomitante, qui fait que lorsque les expérimentations arrivent à leur terme, on peut vraiment jauger l'intérêt d'un segment par rapport à l'autre. C'est ce que j'allais dire, est-ce que justement ça manque pas un peu aussi de culture chez eux, sur les partenariats avec des startups, de faire des choses en local, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, pour eux prouver que, commencer à faire un premier partenariat sur une localité. Ça aurait peut-être été... Ça vous aurait en tout cas rendu les choses possibles, et eux ça leur a permis de voir vraiment si c'était quelque chose d'intéressant ou pas pour eux. Moi, je pense que quand quelque chose a du sens, il faut revoir les règles, quoi. Et moi, par exemple, les associations, les associations deviennent partenaires du potager d'à côté parce que ça a du sens. Alors à la fois pour celles qui vont recevoir les dons des particuliers, donc parce qu'il y a ce volet-là sur le potager d'à côté. On peut reverser les gains générés par la vente des surplus aux associations locales et environnementales. Donc il y avait ces partenariats qui se mettent en place parce que ça a du sens, mais ça a posé des questions. Ça a posé question. Est-ce que l'association allait pouvoir recevoir de l'argent du potager d'à côté ? Et puis ensuite, on a aussi les associations de jardins qui ont en fait dans leur statut des règles qui disent les jardiniers ne peuvent pas vendre leur surplus, ne peuvent pas vendre leurs fruits et légumes. Et on a des associations qui ont revu leur statut parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on veut vendre les surplus pour pas que ça se perde. Donc il faut repenser le modèle quand il ne devient plus intelligent. Très intéressant. Oui, c'est capital ce que dit Virginie à l'instant, c'est-à-dire que dans le product market fit, parfois on part très très loin en termes de concept,
Et il faut toujours avoir en tête la partie juridique et réglementaire Mm. qui peut brider un peu la créativité par rapport à ces projets de start-up. Je parlerais même d'une levée de sens avant d'une levée de fonds. Ah, Moi, je comprends pas que je doive convaincre des personnes à investir. Tout le monde devrait investir s'investir personnellement. investisseur, dans que cette faites-vous? Voyons. Parce que, enfin, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est que je Oui. suis en train de convaincre potentiellement à un stade. Je vais convaincre des gens d'aider cette plateforme à permettre à plus de personnes de consommer des légumes locaux et de saison, à éviter le gaspillage et à créer du lien. Et en fait, c'est pas moi qui devrais convaincre les gens. On devrait juste partir du principe qu'il faut aider, il faut le faire absolument. Parce que ça a du Attention, sens pour notre tu planète tombes et dans notre la environnement. pédagogie et l'éducation. Ouais, je sais, mais quand je reprends un peu de recul, je me dis c'est dingue quand même que je doive convaincre des gens alors que on a déjà. Ouais, enfin. Non, le point, c'est que tu as des ambassadeurs qui vont le faire avec toi. Voilà. Tu nous en as parlé tout à l'heure. Tu as des ambassadeurs qui vont le faire avec toi et ils ont déjà commencé. Ouais. Non, mais c'est la partie économique qu'il faut prendre en compte et on est obligé d'être dans cette réalité-là, donc forcément. Ok, très bien. Soyons Merci à vous tous et à vous toutes. Merci Gilles de nous avoir rejoints. Merci à tout le monde. Alex pour les éclairages comme d'habitude aussi. Et puis les filles, on vous souhaite une bonne poursuite. On vous souhaite d'exploser votre PMF. Et puis une bonne poursuite dans les projets, bien entendu. Merci. Je vous incrustais des slides parce qu'en fait, je me Attends, rends j'ai pas compte. fini là. Ah, pardon. Et puis vous, entrepreneurs, voilà, je reprends là où on m'a coupé. Non. Et puis vous, entrepreneurs, si vous avez envie de vérifier que vous avez potentiellement quelque chose de durable, de rentable, regardez cette émission du début jusqu'à la fin. Je crois que vous avez beaucoup à en tirer. Et puis on se retrouve sur une prochaine émission, dès la semaine prochaine, où on parlera de mentor et d'accélérer. À très vite, au revoir. Merci. Merci. Et tu l'as fait parce que en conclusion, de dire aux gens de regarder l'émission du début jusqu'à la fin. Eh ben si, Ah oui, c'est à la fin. eh ben si, il faut que tu le mettes. Et quoi? Pas au début. Parce que tu mets des extraits. Merci, chers entrepreneurs. J'espère que vous avez regardé cette émission du début jusqu'à la fin.